Bonjour. Alors, je vous remercie de votre présentation. Et en fait, ce qui me restait dans cette idée de la crise, dans la crise, c'est un peu le constat que les femmes, finalement, elles doivent, comme vous avez dit, se montrer vis-à-vis du monde extérieur, rayonnantes, épanouies dans ce qu'elles vivent pendant leur grossesse. Et puis, si elles font une fausse couche ou qu'elles perdent leur enfant, ça rajoute la crise à la crise. Mais par rapport à la simple crise, d'après vous, ça vient de quoi le fait que les femmes, justement, doivent correspondre à l'image de la société qui veut qu'elles soient, justement, épanouies, qui veut qu'elles soient, en tout cas pas qu'elles puissent exposer, justement, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs souffrances. Et finalement aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'information, c'est-à-dire de prévention aussi, d'un petit peu essayer de changer, d'impacter l'image que la société véhicule sans cesse et que les gens pensent que c'est la norme en fait. C'est un peu ça la question. Oui, je pense que effectivement vous avez raison. On vit dans un monde socio-culturel qui nous entoure où on préfère que les choses aillent bien. Et puis typiquement la grossesse est encore considérée, et ça l'est, hein, je ne veux pas dire l'inverse, mais c'est considéré comme un aboutissement, donner la vie, c'est un merveilleux moment, la femme enceinte elle devrait être contente, et la plupart le sont. Simplement, je pense que il y a peut-être un message à faire passer, que c'est pas toujours si simple, parce qu'effectivement la femme est aux prises, comme je l'ai dit, avec des sentiments qui peuvent être ambivalents, douloureux par rapport à cette grossesse. Dans chaque choix qu'on fait dans la vie, il y a une partie de soi qui est contente de le faire, mais un choix impose aussi un non-choix et un renoncement de certaines situations. Donc, quand on est une femme qui fait le choix d'avoir des enfants, alors oui, c'est un choix, mais en même temps, il y a un renoncement et un deuil de la vie d'avant, de la vie sans enfants, de la vie insouciante d'avant les enfants, d'une certaine liberté de mouvement. Et se lancer dans la parentalité, la maternité, ça implique un certain nombre de renoncements. Ça, c'est quelque chose qui, les gens ont peut-être tendance à voir que ce qu'on va gagner. Alors oui, on va gagner un bébé, c'est formidable, mais on va peut-être aussi perdre certaines choses. Et ça, c'est peut-être un discours qui est difficile à entendre pour certains. Et puis, c'est vrai, quand on pose la question à quelqu'un, comment tu vas, salut, ça va, comment tu vas, on s'attend rarement à ce qu'on nous dise, non, ça va pas du tout. D'ailleurs, les gens disent, oui, tout va bien. Donc, entrer dans la souffrance de l'autre, lui ouvrir la porte au fait qu'il puisse dire que ça va pas, c'est pas dans le monde quotidien. En tout cas, pas dans le monde dans lequel on vit. On pourrait faire peut-être un parallèle avec la dépression du postpartum. Vous savez que c'est une dépression qui est extrêmement fréquente, qui est toujours 1% des femmes. Et là, on est dans la même situation. C'est extrêmement culpabilisant pour une maman qui vient d'avoir un bébé, d'être aux prises avec des sentiments dépressifs, des sentiments de ras-le-bol, de ne plus en pouvoir avec ce bébé. Et de dire ça à son conjoint, de dire ça à ses amis, de dire ça à son entourage, c'est très culpabilisant. Et donc, elle se taise. Alors là, il y a tout un effort aussi actuellement pour, on peut dire des articles dans la presse, on parle de cette pathologie, et peut-être qu'avec la grossesse, les choses vont suivre. Peut-être, mais il ne faut pas non plus dresser un tableau catastrophique. Il y a aussi plein de bons moments, mais il ne faut pas être dans le tout noir et le tout blanc. Ça peut être... je pense que toutes les femmes enceintes ont eu des moments plus difficiles. Je ne sais pas s'il y a un micro, s'il y a une question encore là-haut. Ça redescendra. Sur la dernière slide que vous avez projetée, vous avez noté qu'en fait, maintenant qu'on connaît l'impact du stress de la grossesse sur le fœtus et sur l'enfant à venir, c'était bien de faire de la prévention. La question c'est, est-ce qu'on connaît vraiment l'impact du stress pendant la grossesse sur le fœtus? D'abord, est-ce qu'on a
Est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'on a des études qui démontrent qu'il y a effectivement quelque chose de délétère qui se passe pour l'enfant? Qu'est-ce qu'on sait exactement par rapport à ça? Je n'ai pas bien compris dans votre présentation. Alors, merci de reposer la question. C'est un domaine qui est en cours d'investigation actuellement et qui intéresse beaucoup de monde scientifique. Il y a des études qui se sont faites au niveau de la physiologie, si vous voulez, où on a pu regarder par exemple les battements cardiaques d'un fœtus quand une maman est tout d'un coup soumise à un stress. Il y a effectivement des réactions qui se passent aussi au niveau physiologique chez le fœtus. Maintenant, ça reste un mystère parce qu'on ne sait pas. Ces 9 premiers mois, c'est couvert, c'est secret, c'est intime. Et il y a une amnésie de toute façon infantile qui fait que personne ne peut se souvenir de comment il a vécu ces 9 premiers mois. Donc ça restera probablement un peu mystérieux. Mais ce qu'on a pu regarder, on s'est intéressé aux interactions parents-bébés, aux relations de la mère et d'un bébé dans le postpartum et au devenir des enfants qui ont suivi une grossesse à risque, une grossesse difficile, une grossesse extrêmement stressée pour la mère. Et puis là, on a pu montrer qu'effectivement, il y avait un nombre plus grand de femmes qui avaient vécu une grossesse compliquée, qui restaient dans un état psychique particulier, qui avait une influence sur la relation qu'elle mettait en place avec son bébé, et que ça pouvait être une relation qu'on dit pathologique dans notre jargon, mais peut-être mal adaptée ou en décalage avec cet enfant, et que de fait de cette relation mère-bébé altérée ou moins harmonieuse, on peut ensuite avoir des symptômes chez l'enfant. Ça a été démontré. Mais on se situe bien dans le cas d'une grossesse qui est pathologique et qui est déjà dans un processus qui est plus physiologique. J'entends, vous dites c'est une grossesse qui déjà se déroule de façon particulière, donc pour des harmonieuses ou pathologiques. On se situe déjà dans un périmètre qui est délimité. Oui, parce que disons que toutes les femmes enceintes sont par moments stressées. Elles sont toutes par moments angoissées. Voilà, et on a plein de bébés et de mères bébés qui vont bien. Donc c'est vraiment des situations de grossesse à haut risque avec des pathologies reconnues chez la mère comme étant des états anxieux ou de stress ou de dépression avérés, avec un diagnostic si vous voulez. Ah, il y avait madame. Oui, vous parliez dans une de vos diapos du travail en réseau. Et puis, voilà, moi j'avais juste envie de vous dire qu'on en a déjà parlé ensemble, mais tout le travail notamment des sages-femmes, je suis sage-femme, il se situe aussi dans cette marge-là. Donc c'est vrai que la physiologie de la grossesse, on parle de ce genre de choses-là. Et puis il y a des postes qui ont été créés dans les hôpitaux, on est formé pour faire cet accompagnement-là. Donc si chacun a notre niveau de profession, de place dans l'accompagnement des couples, on fait notre travail, on peut imaginer que vous ne vous retrouviez pas avec des centaines de parents qui ont rencontré des soignants pas assez bienveillants. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres sages-femmes dans la salle. Donc l'idée c'est toujours ça, comment est-ce que chaque professionnel avec sa porte d'entrée dans l'accompagnement du couple fait son boulot, et puis comment après on se met en réseau, comment on se forme les uns les autres, comment on se lie, pour justement faire ce filet sécurisant, je ne sais pas comment j'appelle ça comme ça, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ces ressources pour les parents, pour pas que les gens se retrouvent tout seuls. Donc il y aurait plus qu'on continue de développer ça ensemble. Non, vous avez raison, je crois qu'il y a tout si on prend la grossesse physiologique, qui peut être entrecoupée de moments difficiles, la sage-femme, elle a un rôle primordial à jouer dans l'accompagnement qu'elle peut offrir à ces femmes-là, dans un soutien déjà, et puis peut-être dans un repérage de situations plus compliquées qui là doivent être adressées si nécessaire au psy ou à une personne de référence. De même pour les gynécos, moi je fais aussi une formation auprès des gynécologues et l'autre jour, mais il faut aussi demander à vos patientes quand elles sont enceintes comment elles vont au niveau émotionnel. Il n'y a pas que, on sait bien, la gestation elle est autant physique que psychique et on doit prendre en considération ces deux axes. Et donc là, le travail en réseau est primordial pour offrir effectivement une prise en charge multidisciplinaire et complète qui s'intéresse à la fois aux problématiques médicales, obstétricales, suivi du bébé, suivi de grossesse, mais aussi à l'aspect plus psychologique de cet état-là et à l'état émotionnel de la femme.
Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ça. Attendez quelques micros. Oui. Alors, moi, je pense que le grand travail pour faire un bon réseau pour ces femmes-là, c'est justement ça, comme je pense à l'échelle des gynécologues. Et puis, pour être infirmière indépendante et consultante de lactation, c'est les grandes barrières que je retrouve. En fait, on fait appel aux professionnels. Je ne sais pas si les sages-femmes rencontrent les mêmes difficultés, mais en tout cas, les infirmières, on a la grande barrière, ça pose une nouvelle excellente. Dans le sens où ils rencontrent un problème, ils savent qu'il y a des professionnels qui s'en occupent de ce type de problème, ils ne s'occupent pas assez. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le courant actuel, mais il y a une barrière. Je ne sais pas, on ne va pas faire le travail des autres, mais il y a un réseau qui se fait de manière difficile, je trouve, à ce domaine-là. Bon, le travail en réseau est très important, mais il demande du travail pour être effectif. Et puis, ça se construit sur des années et ça se doit se construire au jour le jour. Parce que les gens changent, partent, connaissent plus. Et donc là, il y a tout un effort où il faut effectivement se connaître, se rencontrer, se parler, échanger. Et puis, une fois que ça marche bien. Mais simplement, les liens peuvent se rompre assez rapidement. Et puis, je crois que c'est un travail au quotidien que de tisser des liens et que nous, comme professionnels, on soit aussi solides et cohérents pour pouvoir offrir une meilleure prise en charge possible. Mais ça, c'est un grand travail. Un grand travail, oui, tout à fait. Si moi je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, il y a aussi, alors j'entends le travail en réseau, l'éducation à faire par rapport aux professionnels, c'est une chose, mais aussi par rapport aux gens. Une éducation presque populaire de ce droit qu'on a, parce que moi je suis toujours frappée, quand je parle pour une raison X ou Y à quelqu'un, on pourrait avoir une sage-femme, avant la naissance, on me regarde avec des yeux énormes. Enfin, c'est pas dans l'idée des gens, l'idée populaire qu'on a le droit de sage-femme avant d'avoir son bébé dans les bras. C'est pas. Alors quand il y a un problème, oui, mais on attend, on guillemets, d'avoir un problème pour dire ah oui, on pourrait mettre en place quelque chose. Donc voilà, ça c'est aussi si de plus en plus ça vient des gens, peut-être que ce travail en réseau il pourra se faire un peu plus facilement aussi. Voilà, on continue, on se réunit, on en parle tout ça, mais après on en parle aussi aux gens concernés, entre amis, entre nous, comme ça, l'idée de façon chiante aussi. Les gens connaissent mal leurs droits par rapport aux caisses maladies, à ce qu'ils sont droits justement à les visites sages-femmes, les santé, tout simplement durant la grossesse. La plupart des femmes enceintes, je pense que c'est seulement aller tous les 3 mois chez le gynécologue pour l'échographie, mais il n'y a pas ces projets comme le projet de lactation, ça c'est aussi un projet à faire avant que le bébé soit là, de se trouver face à face avec ce bébé qui va se dénouer. Il y a tout ce travail-là à faire aussi. Une question. Je ne sais plus dans quel ordre, je suis désolée. Je voulais revenir. Oui, juste. Je voulais juste réagir sur ce qui se passe pendant la grossesse et le réseau, la prévention, et ne pas attendre le moment de la naissance pour intervenir en urgence et dans de mauvaises conditions. Alors je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais nous en France, et en particulier, donc là je me suis occupée de la mise en place de ça à Necker, on a ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce. C'est aussi chez nous. Voilà. Et cet entretien, quand il est bien fait, il doit être d'un temps vraiment d'échange. Ça dure 1 heure. Les sages-femmes au départ étaient déroutées parce que justement elles n'avaient pas à mesurer l'utérus, le col, etc. Et puis finalement elles sont ravies d'avoir fait ça. Elles détectent des tas de choses, elles repèrent des tas de choses, elles savent aller jusqu'où elles peuvent aller. Et après, il y a tout un travail en réseau qui se fait. Parce que justement, c'est un travail d'information, pour répondre à ce que disait la personne tout à l'heure. On explique justement que d'ailleurs, une sage-femme peut venir, après une péricultrice, elle explique les droits sociaux, on leur dit de réfléchir, est-ce qu'ils ont réfléchi au projet de naissance ? Est-ce qu'ils veulent allaiter après? Est-ce qu'ils veulent rencontrer une diététicienne? Est-ce qu'ils veulent, dans certains cas, s'il y a des angoisses qui sont repérées, donc il y a un travail avec les psy qui se fait. Et
de plus en plus, les médecins aussi, les médecins obstétriciens, gynécologues, ont dans la tête cet entretien-là, parce que d'abord on leur en parle. Je crois que c'est très important de faire des retours. Si on veut sensibiliser les personnes, c'est vrai que c'est important de dire à un gynécologue, tiens, j'ai vu ta patiente, voilà, bon, elle était contente de ça, ou elle est inquiète en ce moment parce qu'il y a tel examen qu'il faut refaire, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Donc ça se fait effectivement, comme dit Mathilde, petit à petit, ce travail, mais je trouve en tout cas que si vous avez aussi cet entretien prénatal précoce, que c'est vraiment un outil très intéressant, très important, si c'est fait vraiment dans les conditions dans lesquelles il a été pensé au départ. Chez nous, ça existe aussi, sauf que la politique de la Suisse, elle est un peu différente de la France. Donc c'est vrai que moi je suis française, donc je ne connais pas bien la politique de la Suisse, mais je constate que tout est régionalisé. Et c'est vrai qu'ici, on a des sages-femmes, on appelle ça des sages-femmes conseillères qui font, qui font ce type de travail. Sauf qu'il y a tout ce travail auprès des gynécologues à faire. Les gynécologues n'ont pas encore l'habitude, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France où les sages-femmes ont déjà un statut différent, un statut médical, en Suisse on est paramédical. Donc il y a toutes ces problématiques-là, mais ça bouge. C'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Comme disait Sandrine avant, c'est vrai qu'en parlant, ce type de journée, ça sert aussi à ça. Que les gens sachent, que les parents aient accès à l'offre de soins. Et c'est vrai que les parents partenaires, quand les parents commencent à revendiquer, moi je travaille beaucoup sur ça, de dire aux gens que ça ne va pas, de faire des courriers aux directions d'hôpital, d'écrire aux gens avec qui ils ont eu des difficultés. Et c'est comme ça que ça bouge. Absolument. Donc la mentalité en Suisse est aussi un peu différente en France, mais c'est vraiment moi je trouve que c'est sur une bonne voie. Donc voilà, maintenant après, en Suisse on a un gros problème de financement, parce qu'en France, vous avez beaucoup travaillé pour que ce soit pris en charge. En Suisse c'est plus compliqué, donc les sages-femmes qui travaillent dans les hôpitaux, Profas, les centres de planning familial sont pris en charge, mais toutes les filles qui travaillent par exemple en indépendant, c'est très compliqué. Voilà, parce que c'est pas reconnu au niveau politique. Donc voilà. Quand tu travailles à faire assez bien. Mais on y est quoi, on travaille là-dessus et c'est bon. Ben oui, on va encore, parce qu'il faut qu'on avance malheureusement, je n'ai pas encore la parole. Il y a genre, on a tellement de soins dans le même sens, donc c'est pas nécessaire. D'accord. Alors encore une personne, si ça joue pour vous, puis après on continue. Donc il faut le faire. Merci Mathilde pour la présentation très intéressante. Juste un petit commentaire. Je pense que c'est très important de aussi penser à les pères. On a parlé beaucoup des mères, bien sûr, ça c'est des personnes aussi, bien sûr. Mais je pense que quand même c'est très important de considérer les pères aussi. Et bien sûr, on sait que les pères souffrent beaucoup aussi. Il y a beaucoup de symptômes par rapport aux symptômes post-traumatiques, des dépressions, anxiété dans les pères. Et voilà, c'est juste un commentaire. Et je crois que c'est très important d'intégrer les pères dans le soin et d'offrir quelque chose à les pères aussi. Et de réfléchir comment on peut intégrer les pères si on travaille avec les mères après une grossesse ou encore accouchement. Ouais, merci de ne pas les oublier.